Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Les mots à la bouche. Aujourd'hui, je vous fais découvrir un endroit tout spécial, le piment Szechuan. J'ai donc invité Madame Anne Tremblay, auteure du roman Le Château à Noé, afin qu'elle vienne nous parler bien sûr de sa série de 4 tomes, mais aussi qu'elle déguste avec moi de nouveaux mets. Je vous invite donc à découvrir le restaurant avec moi. Le piment Szechuan vous invite à venir savourer les goûts d'Orient grâce à sa cuisine thaï et séchouanaise réputée, ainsi qu'à son fameux bar à sushi qui vous fera saliver de plaisir. Maintenant situé à McMasterville, le piment Szechuan vous fera apprécier les plats traditionnels, assaisonnés selon vos désirs et qui ont fait sa renommée. Venez profiter de l'ambiance discrète et du service personnalisé lors de vos fins de semaine et repas du soir. Ou encore, venez profiter du menu midi, spécialement adapté aux travailleurs et gens d'affaires de McMasterville et ses environs. De passage au piment Szechuan, ici, vous avez de grandes chances d'y croiser Eva. Bonjour Eva. Bonjour. Vous êtes une associée ici du Exactement, piment Szechuan. on est 3 associés au piment Szechuan, ou au nouveau piment Szechuan, justement, depuis un an, on est ici. C'est un plaisir de vous rencontrer et merci de nous recevoir. Avec plaisir toujours. Donc effectivement, vous étiez situé avant sur Bernard-Pilon. Exact. Et là, vous donnez un nouveau souffle au restaurant. Oui. On est tout près du boulevard Pierre-Wilfrid Laurier à McMasterville. Pourquoi avoir déménagé? Pourquoi avoir créé une nouvelle ambiance? C'est ça, justement, pour accueillir des familles jeunes en arrière. On a une grande résidence en arrière. Oui. C'est pour avoir vraiment une bonne ambiance toute rafraîchie, si on veut, c'est ça. Vous êtes près d'un quartier résidentiel. Exact, justement, on a ajouté la nouveauté, notre sushi. C'est vraiment, depuis qu'on a déménagé, on en avait, puis avant, on n'en avait pas, c'est ça. Exactement, donc un bar à sushi qui est sur place, alors tout prêt pour les clients. C'est ça, exact. Et j'ai vu tout à l'heure que vous aviez une petite salle privée, peut-être pour ceux qui auraient envie de faire quelque chose d'un petit peu plus chaleureux. Exact, petit accueil de famille, c'est pour 8 personnes. Bien sûr, aussi, comme à midi, on a aussi des hommes d'affaires qui viennent pour une réunion d'affaires. Souvent, ça arrive à ça comme ça. Parfait. On peut organiser des fêtes également. Alors, c'est un très bel endroit. Oui. C'est aussi possible de commander, hein, si on peut commander pour la maison. Oui, c'est quelque chose qu'on a vraiment beaucoup agrandi comme clientèle, comme commande pour apporter. Justement, sur notre site Internet, on a toutes nos informations de base générale sur notre site Internet. Tout le menu, le table d'hôtes, spéciaux du midi, tout est sur le site Internet, donc www.lepimentszechuan.com. Super. Alors, c'est sûr qu'on le visite, bien sûr, pour découvrir un petit peu votre menu plus en profondeur. Oui. Et aujourd'hui, vous allez nous servir un très bon service. Quel est sur le menu aujourd'hui? Ce qui est sur le menu, justement, j'ai préparé une entrée. C'est une entrée choix du chef, comme un mini sushi assorti en premier. Après, deuxième, c'est une soupe. C'est notre soupe le plus vedette, soupe wonton. Oui, bien sûr. C'est ça. Au niveau du repas principal, j'ai préparé 2 services. Le premier service, c'est un fruit de mer. Donc, on a comme poisson, filet de poisson. Et puis, le crevette, le plus vedette, le crevette sur Szechuan. Et avec du riz sauté yanzhou, c'est-à-dire un riz sauté à base de fruits de mer. Ça, c'est le premier service. Donc, deuxième service, c'est notre vedette, poulet Genatao. Je crois que tout le monde connaissait ça. Bien sûr, tout le monde exact. Avec un bœuf sauté thaïlandais. C'est une sauce qui va bien avec ce poulet-là. Et aussi un peu de légumes comme accompagnement. Ça, c'est le deuxième service. Donc, j'ai aussi un dessert. C'est un dessert qui est aussi nouveau. C'est sushi dessert. Wow. Donc, c'est un peu de les fruits avec une feuille de soya qu'on appelle roulée dans d'une forme de sushi. Vous allez voir, ça c'est une nouveauté aussi. On va découvrir ça ensemble également. Et selon vous, quel est le plat préféré de vos clients? Bien sûr, ça dépend du goût, mais le plus populaire, ce que je me dis, OK, j'ai le poulet toujours dans le poulet, parce que comme les Québécois, on aime beaucoup de poulet. Donc, poulet, mais peut-être ils sont habitués au restaurant asiatique, que je crois qu'ils vont penser que c'est le poulet qu'on aime. Donc, alors, poulet Genatao. Bien sûr, depuis quelques ans, peut-être 3-4 ans, notre nouveau plat comme pad thai, c'est vraiment devenu comme un plat de vedette. Parce que ça, c'est un plat qu'on peut manger comme tout ça, comme repas, admettons. C'est pour ça qu'au niveau de take-out, c'est-à-dire au niveau de commandes pour emporter, il y a beaucoup de monde qui viennent juste pour ce plat-là. Wow! C'est ça, comme admettons 2 personnes prennent poulet Genatao, un pad thai, on dirait que c'est la meilleure combinaison de repas en 2 personnes. Eh bien, moi, je dis que ça vaut la peine de venir ici juste pour le décor. Merci beaucoup, Eva, et on se retrouve un peu plus tard. Avec plaisir, oui. Merci.
Madame Tremblay, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de vous prêter au jeu aujourd'hui, de déguster et de découvrir un nouveau restaurant. Bien, c'est moi qui vous remercie. C'est très agréable. Oui, c'est quand même un beau contexte. Hein? Donc, aujourd'hui, on commence avec une entrée que tout à l'heure, Eva nous a décrit. Alors, je vous laisse prendre la première bouchée. Allez-y, on y va? Un honneur. Un honneur. Bien, je vais goûter aussi. Moi, je vais m'attaquer au tartare. Je vous laisse peut-être les rouleaux? Non, j'y vais aussi avec le Avec le tartare. tartare. C'est lui qui m'attirait, Bon. tiens. C'est vrai qu'il est très attirant. Un tartare au thon, hein, si je me souviens bien. Oui, et c'est très, très bon d'ailleurs. Alors, c'est un des plats qui est offert ici au restaurant. Mais aujourd'hui, Madame Tremblay, on parle aussi de votre carrière. Vous avez une formation en tant que scénariste et aussi en tant que comédienne. Qu'est-ce qui vous a mené un jour à écrire? Ah, l'écriture fait partie de moi, ça, c'est sûr et certain. Je pense pas que tu peux improviser au niveau de l'écriture. Hein. Depuis que je suis toute petite, je pense que c'est une façon de voir la vie différente, toujours réfléchir, toujours se promener. J'étais petite, puis je tombais dans la lune. Je me rendais à l'école, puis dans le temps, moi je suis vieille, là, mais dans le temps, c'était des grosses boîtes à mal rouges qu'il y avait sur le côté des trottoirs. Bien, je rentrais dedans. Oh, je les voyais pas, alors... OK, on se crée J'étais dans ma tête. OK. J'étais toujours dans ma tête, toujours en train d'imaginer. Si je voyais, il pleuvait, puis je marchais, mettons, ben la petite rigole d'eau avec le petit bout de bois, ben ça devenait un bateau qui s'en allait. Puis là, j'imaginais plein d'histoires. Puis là, je me croyais, je me mettais à pleurer parce que j'étais perdue à l'autre bout du monde. Alors, l'écriture a toujours fait partie comme ça. Puis j'étais petite et j'écrivais. J'ai gardé d'ailleurs des textes que j'ai fait à l'école, que je gagnais des prix ou qu'on me faisait lire ou même je remplissais des cahiers. Adolescente, c'était la même chose. Je me faisais des petits nids dans le grenier ou dans le sous-sol. J'avais toujours eu besoin de me faire des petits nids et j'écrivais. Ça a toujours été ma première passion. Mais ensuite, vous avez décidé de vous spécialiser dans autre chose. Pourquoi pas avoir pratiqué ce métier-là plutôt que l'écriture? Bien, je pense que pour avoir l'écriture, il faut aussi aller chercher, c'était beaucoup l'écriture de la télévision qui m'intéressait. Okay. Vraiment les scénarios, vraiment tout ce qui bouge. J'étais passionnée par ça. Je me suis toujours dit, un jour, je vais écrire pour la télévision. C'était mon premier but. Et pour écrire pour la télévision, bien, je me disais, il faut aussi savoir jouer. Il faut aussi aller voir le comédien, puis aller chercher. Alors, je suis allée faire une formation en théâtre. À Sainte-Thérèse, c'est ça? À Sainte-Thérèse, oui, l'école de théâtre. Et donc, quand vous êtes ressortie, finalement, vous avez rencontré votre mari. Oui. Qui est toujours le père de vos enfants aujourd'hui. Oui. Et donc, ça a un peu bifurqué. Et là, vous Et avez oui, vraiment... ça a changé les projets. Ça change les plans, hein? Oui, parce que je m'en allais vraiment vers une carrière et pour moi, le mariage était très, très loin. Mais quand on le rencontre sur notre chemin... On ne peut pas passer à côté. Non, mais tu vas voir de toute façon, dans mes livres, il y a toujours une dédicace pour mon mari. C'est vraiment très important. Puis, j'ai jamais regretté non plus ce choix-là, mais j'ai fait du théâtre d'une autre façon. J'en ai fait beaucoup par bénévole. Alors, je me suis mis à faire des maisons de jeunes. Justement, j'ai envie de parler tout de suite des Démasqués, qui est un centre de création artistique pour les personnes qui souffrent de déficience intellectuelle, c'est ça? Oui. Parlez-nous un peu de ce concept-là. Et mon Dieu, je me rappelle même pas l'année que je l'ai fondé. 2002. Hey, merci beaucoup. Ça passe vite. J'avais ouvert une école de théâtre à Chambly. OK. Puis, il y a quelqu'un qui m'a approchée, qui est décédé maintenant, mais qui était la directrice d'un centre de parrainage civique, ici à Autobahn Park dans le temps. Le parrainage civique est un organisme que tu parraines ou tu deviens un parrain ou une marraine d'une personne déficiente intellectuelle. Un organisme qui est génial, qui existe encore aujourd'hui. Fait que si jamais ça intéresse des gens, vraiment, tu te jumelles avec un client déficient et tu fais des activités avec lui. Tu sors, tu peux aller magasiner, aller au cinéma, des choses comme ça, une fois par mois ou 2 fois par mois. C'est vraiment très, très intéressant. Alors, cette personne-là, la directrice à l'époque, est venue me voir à mon école de théâtre et elle me dit j'aurais un projet de fou. J'avais enseigné à son fils lorsque j'ai enseigné le français théâtre pendant une couple d'années à Saint-Césaire. Puis elle dit j'aurais un projet de fou. Est-ce que tu penses que tu pourrais faire du théâtre avec la clientèle qu'on a? Puis j'ai dit bien, pourquoi pas. J'ai un neveu qui est trisomique. Alors, ça m'a tout de suite interpellée. Et là, je me suis mis à réfléchir comment on va faire pour trouver une façon de monter sur la scène puis que ça soit un succès. Oui. Parce que je voulais pas... C'est dur à expliquer, mais il y avait la ligne était mince entre l'échec, comment travailler. Tu ne pouvais pas travailler de façon traditionnelle.
Puis il n'était pas question, je ne voulais pas faire du théâtre, ni de la thérapie, ni de travail social, ni non plus que les gens viennent, je ne sais pas, voir ce spectacle-là pour faire une bonne action. Non, par pitié. Oui, c'est ça. Non, Puis non. que là, ça applaudisse un petit peu, ou comme ils sont venus voir un chien savant sur la scène ou quelque chose. Puis moi, je crois vraiment fondamentalement à l'énergie qu'il y a au théâtre. C'est vraiment une énergie qui existe. Il y a une communication, le public t'envoie vraiment une masse d'énergie et toi, tu la reçois. Et c'est cette énergie-là que je voulais qu'ils ressentent. Je voulais qu'on porte un regard sur eux différent, qu'on les applaudisse vraiment pour la performance qu'ils avaient faite. Alors, j'ai pensé à une technique, puis je l'ai appelée improvisation dirigée avec maître de jeu. Un grand mot, là. Mais écoute, ça ressemble un petit peu maintenant à ce que Dieu merci fait. OK. Sauf que je l'ai mis sur pied il y a longtemps. Alors, c'est vraiment que j'écris des textes qui sont juste des textes d'action, un peu comme la Commedia dell'arte le faisait dans le temps, dans le temps italien. Alors, c'est vraiment l'action. Alors, c'est vraiment, mettons, je ne sais pas, la reine entre sur la scène et cherche son coffret de bijoux. À partir de là, ils vont le faire comme ils vont improviser. À force d'improviser à toutes les répétitions, c'est du plaisir. Parce qu'on a du fun, noir, on improvise sur ce texte-là et ils viennent qui sont tellement bons, qu'ils connaissent leur personnage, ils savent que, bon, moi je suis une servante, moi je suis un prince, moi je suis... Alors ils s'amusent, ils connaissent le contexte et on avance comme ça au niveau des répétitions. Et quand arrive la représentation, bien, il y a un maître de jeu qui est sur scène, qui était moi les premières années, et qui met tous ces petits morceaux de casse-tête-là ensemble et qui fait le lien. Alors ils n'ont pas à penser, est-ce que je rentre, est-ce que je sors, est-ce que j'ai un texte. Alors, ils ne sont jamais mis en position de vulnérabilité sur la scène. C'est une forme d'improvisation, en fait. Oui, de l'improvisation, mais dirigée. L'improvisation qu'ils ont répétée. Alors, mettons qu'ils arrivent puis qu'ils sont nerveux ou bien qu'ils s'en souviennent plus ou quelque chose, bien, c'est le maître de jeu qui va lancer une perche, qui va dire « Oh, il me semble que, je sais pas, moi, j'attendrais de la visite. J'aurais donc faim, tiens! » quelque chose comme ça. Et alors, ça fait que c'est comme des gros happenings, si tu veux, parce que le spectacle est toujours est jamais pareil. Le spectacle est toujours différent. Et ils sont tellement à l'aise sur la scène, ils ont tellement de plaisir que les gens oublient qu'ils viennent voir des spectacles avec des personnes déficientes, parce qu'il y a aussi des aidants naturels sur la scène, et ils viennent tout simplement se divertir, point à la ligne. Et c'est admirable. Ah, mais c'est tellement un cadeau de la vie, là. C'est tellement un plaisir de jouer avec eux autres. Premièrement, ils sont généreux. Premièrement, jamais ils vont regarder est-ce que l'autre a une plus belle robe, un plus beau costume de scène que moi. Y a-tu 2 répliques de plus? Ils sont patients, ils sont positifs, vraiment, ils s'applaudissent. Et moi, je trouve qu'ils sont connectés direct avec la source du jeu. Il y a une authenticité là-dedans qu'on ne retrouve pas ailleurs. Tu peux pas tricher avec eux autres. Non. Oublie ça. Et vraiment, là, jouer avec eux autres, là, c'est un privilège. Wow. Parce que vraiment, c'est un échange sur la scène. Et ils te font vivre des moments, là, et je pourrais t'en raconter plein. Je me souviens d'une Sabrina qu'elle s'appelait et qui faisait une cuisinière. J'avais fait une adaptation de Molière. J'avais appelé ça La marmalade imaginaire. C'était le malade imaginaire, mais transformé. Bon. Et elle arrivait sur la scène, elle s'appelait Madame Bouillon, qui était la cuisinière du malade imaginaire. Et elle arrivait sur la scène, mais elle parlait à son public. Puis elle parlait de sa recette de soupe qui était extraordinaire, mais elle ne voulait plus sortir de scène. Alors moi, qui étais déguisée en servante, qui faisait une servante pour toujours être sur la scène puis tout gérer comme il faut, là, j'arrivais puis je disais, Madame Bouillon, on vous demande à la cuisine. Là. Puis là, elle disait, non, qu'ils se débrouillent sans moi. Puis elle continuait à parler au public, mais il fallait qu'elle sorte. Alors, j'en revenais, puis je disais, Madame Bouillon, votre poulet brûle. Puis qu'il brûle. Puis elle continuait. Il n'y avait pas une espèce de plaisir, là. Énormément. Oh, mon Dieu. Énormément. Ils improvisent avec toi, ils jouent, ils sont d'une générosité. Et pour la première fois, on a vraiment vu des petits miracles. Parce que vraiment, avec les années, souvent, les personnes handicapées, intellectuelles, ils vont se promener dans la vie avec la tête toujours un peu baissée. En rasant les murs, c'est ce qu'on appelle. Parce que le seul regard qu'ils ont eu sur eux autres, ça a toujours été un regard soit de charité, de pitié, oui, je vais prendre soin de toi, ouf, approche pas trop, tu sais, de curiosité ou de, bon, tous les regards. Mais pour la première fois, à partir du moment où est-ce que sur la scène, tout d'un coup, ils se font applaudir et qu'ils sentent cette énergie-là, qui est vraie, qu'ils l'ont applaudisse parce qu'ils ont eu du plaisir, parce qu'ils ont ri, parce que vraiment, ils étaient bons. Puis il y a même des trisomiques, des fois, qui ne disent pas un mot, mais qui dansent. Ou, tu sais, n'importe quoi, ça devient un spectacle. À partir de ce moment-là, ça change. Parce que c'est de tout au tout. Alors, c'est ça, les démasqués.
C'est magnifique. Alors, il y a d'ailleurs encore une organisation qui est dans le coin ici à Belleuil. Oui. Alors, on peut suivre un peu là. Oui, puis si vous avez envie de faire du bénévolat, hein, on est toujours à la recherche de 109, on a besoin de bénévoles, que ne serait-ce que pour faire des costumes, que pour faire des décors ou pour jouer sur la scène avec eux autres, allez vous payer ce plaisir-là, ça vaut la peine. Wow. Les démasqués fonctionnent toujours à Belleuil. Ils sont avec le centre artistique, non, avec la VRDI. D'accord. L'Association de la vallée du Richelieu pour la déficience. Alors, on suit ça. Je sens que ça sent bon ici. Il y a un autre plat Oui, qui arrive. et déjà? Déjà. Je parle trop, je mange pas. Dégustons un peu. Allô tout le monde, ici Marie-France, votre animatrice Sérum. Nous recherchons présentement des chroniqueurs. Alors tu as entre 12 et 18 ans, CVR9 t'offre la chance de faire valoir tes talents de communicateur. Viens mettre ton grain de sel à l'émission Sérum. C'est facile, tu n'as qu'à nous envoyer un courriel ou nous téléphoner. Puis à part de ça, là, je peux pas tout faire toute seule. Tu as plein d'idées, je suis certaine, pour faire plein de reportages super intéressants pour ton émission. C'est une merveilleuse occasion de faire valoir tes talents de journaliste. Alors n'hésite pas, communique avec nous. TVR9, la télévision de la vallée du Richelieu. Soyez à l'affût de tout ce qui se passe dans la vallée du Richelieu et la MRC de Marguerite Duville en regardant le régional. Sous forme de courts reportages, nous résumons pour vous les faits saillants locaux et régionaux. Le régional, un bulletin d'information à l'image des gens d'ici. TVR9, la télévision de la vallée du Richelieu. Est-ce que vous aimez beaucoup sortir au restaurant? Ah ben oui, quand on m'invite, c'est sûr et certain, oui. Alors, c'est une belle invitation aujourd'hui pour vous. Et extrêmement belle. Oui. Et jusqu'ici, c'est un délice. Oui, et on est si bien servi. Wow, alors un deuxième c'est service magnifique. ici. Oui, exact. Oh, c'est chargé, hein? On a, je pense, une dégustation complète du restaurant dans une même assiette. On a la réunion de deux services en même temps, donc poulet général Tao, bœuf thaïlandais, crevette Szechuan, légumes assortis, du riz sauté yanchow et le poisson sauce soya. Wow! Merci, ça a vraiment l'air délicieux. Alors, Bon on va appétit. essayer de goûter à un peu de tout avant la fin de l'émission. Merci beaucoup, Eva. Merci, bon appétit. Alors, à quoi est-ce que vous avez envie de vous attaquer en premier? Ben, je pense que la couleur m'attire ici. Des Ces crevettes? crevettes-là, oui, ils ont l'air délicieux. C'est coloré, c'est beau. Moi, j'y vais avec le poulet général Tao. Hein, c'est un classique, comme on dit. Alors, Ben, moi, je vais prendre mes doigts, je pense. ah ouais, on y va. Pas très à l'aise, là, mais prends mes doigts. C'est peut-être pas une bonne idée. Très bon. Serviette de table? J'en ai une, c'est bon. Alors, on parle maintenant de votre métier d'auteur que vous pratiquez depuis plusieurs années avec passion et talent. Et notamment, il y a eu bien sûr la série Le Château à Noé. Le premier livre a été écrit en quelle année? Il a été publié en 2005. D'accord. Oui, La colère du lac est le premier tome, parce que Le Château à Noé est une série de 4 tomes que j'ai terminé. Le dernier a sorti cet automne. Et c'est vraiment une série sur les inondations majeures au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dont celle de 1928. C'est D'accord. là-dessus. Parce qu'en 96, je suis originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui. Et en 96, quand il y a eu le grand déluge, ma famille était encore là-bas, mais moi, j'étais à l'extérieur. Et là, j'écoutais la TV sans arrêt parce qu'évidemment, j'étais hyper inquiète pour ma famille et tout ça. Les lignes téléphoniques venaient de couper. Ma mère m'avait dit qu'ils se tenaient prêts à être évacués par l'armée. C'était pas facile. C'est C'était énervant pas quand jojo. même. Oui, c'est toujours des catastrophes comme on est en train de vivre en ce moment qui sont vraiment pas évidentes parce que tu perds tes biens, tu perds des souvenirs de famille, tu es inquiet. C'est vraiment pas facile à Non. vivre. Et on a même su plus tard qu'il avait vraiment passé à un cheveu d'une catastrophe. Moi, ils étaient à Arvida, mes parents, et on était vraiment pas très loin de l'usine, de l'Alcan. Et l'eau est vraiment passée très, très près d'arriver sur le bord des cuves et ça leur a fait vraiment une explosion majeure. Et en plus, le barrage de Shipsha, qui est vraiment par en arrière, si vous voulez, plus élevé, Oui. a vraiment presque pas tenu le coup. Alors vraiment, Arvida serait disparu complètement de la carte.
Alors, lorsque j'écoutais la télévision en 96 pour me tenir au courant, il y a un journaliste qui a fait un reportage à ce moment-là, vraiment très étayé, avec des diagrammes de barrages en expliquant que ce n'était pas une catastrophe si naturelle que ça, mais que l'homme y était pour beaucoup. Parce qu'au Québec, c'est encore le même enjeu en ce moment, c'est que, bon, premièrement, on déboise trop, on enrenache les rivières, on les dévie de leur route. Comme en ce moment, c'est un petit peu le même principe aussi. On envoie l'eau dans les champs avec des irrigations qui sont en ligne droite comme ça, au lieu de respecter les méandres naturels des cours d'eau qui est fait pour justement avoir des printemps plus pluvieux. Mais à ce moment-là, l'eau se résorbe, l'eau reste dans les méandres et tout ça. Nous, l'homme, on prend la planète, puis au nom de faire de l'argent, toujours au nom du profit, puis au nom, bien, on ne respecte pas l'équilibre naturel de la nature, alors on fait... Alors, c'est ça qui a expliqué. Puis moi, ça m'a vraiment mis en colère à ce moment-là, parce que j'ai dit de quel droit? Il savait très bien que ça pouvait se reproduire, vu qu'il expliquait que ça s'était passé en 1928, vu qu'il avait fait un gros barrage à Alma, la grande décharge qu'on appelle, et qu'il s'était servi du lac Saint-Jean, qui est devenu un réservoir. Et ils avaient monté le niveau des eaux du lac Saint-Jean vraiment à un niveau qui n'avait pas de sens, qui était vraiment le niveau maximal. Alors, 2 ans plus tard, quand il y a eu, en 1928, un printemps, une crue qui était vraiment très sévère, comme cette année, qui pleut beaucoup, mais ça n'a pas tenu le coup, puis il y a eu vraiment une grosse inondation majeure. Roberval, Saint-Méthode, ça devait être, là, s'il y avait eu des médias et des caméras dans ce temps-là, là, c'était épouvantable. C'était vraiment des grosses inondations. Et les gens perdaient tout. Là. Puis là, ça essayait d'embarquer, puis ça essayait de sauver un petit peu d'argent, puis une poule ou deux, puis un mouton dans une barque, puis ça essayait de sauver là-dedans, puis... Alors, ça m'a vraiment mis en colère et j'ai dit, ça n'a pas de sens. Je viens de la région, je ne connaissais pas vraiment cette histoire-là. Moi, je n'avais jamais réalisé ça, là, que le lac Saint-Jean n'avait pas sa forme naturelle que la nature y avait donnée. Moi, on s'en préoccupe pas vraiment quand on ne le sait pas. Non, je passais à côté des barrages, je passais à côté des papetières, puis je faisais jamais 1 + 1 = 2, je passais à côté de l'Alcan, puis on n'est pas au courant de notre histoire. On ne nous l'enseigne pas au Québec, souvent même on l'occulte. Puis vraiment, t'as beau être collé, les gens, moi, qui me disent, qui viennent me voir dans les salons du livre, puis qui me disent, parce que mes romans sont basés vraiment sur principalement le village de Jeanne d'Arc, la Pointe-Taillon, où est-ce que maintenant on va faire du vélo. Les Français, c'est une des premières destinations touristiques. On va faire du vélo à la Pointe-Taillon, on va se baigner et tout ça. Et les 3/4 du monde ne savent pas qu'il y a déjà eu un village complet là, qui ont dû être expropriés pour, justement, à cause de l'élévation des eaux du lac Saint-Jean. Ce qu'on a appelé, quand on cherche dans l'histoire, la tragédie du lac Saint-Jean. Alors, à partir de ces faits historiques-là, vous avez décidé vraiment de les retranscrire point par point dans vos romans? Pas point par point. C'est vraiment, ça a vraiment été l'élément déclencheur. En 96, je me suis mis à fouiller sur cette histoire-là. J'ai dit, ça n'a aucun sens que je ne la connaisse pas. Ça n'a aucun sens qu'on continue à jouer comme ça avec la vie et les biens du monde, parce qu'il y a quand même des petits-enfants qui étaient décédés dans ce drame-là. À la baie en 96. Et je me suis mis à fouiller. C'est là que j'ai découvert le combat d'Onésime Tremblay. Il y a même un film à l'ONF là-dessus, où est-ce que M. Tremblay avait vraiment formé un comité de cultivateurs pour aller voir le gouvernement, qui était Taschereau à l'époque, à Québec. Et ils se sont même rendus jusqu'à la Cour suprême de Londres pour essayer de faire valoir leur point, parce qu'eux autres, ce qu'ils disaient, c'est que, écoutez, faites-en des barrages, là, on n'a rien contre le progrès, au contraire, mais maintenez les niveaux des eaux à un niveau respectable, que ça ne nous noiera pas, nous, et que vous allez être capable. Mais qu'est-ce qu'on apprend dans l'histoire, c'est que les Américains, ils sont arrivés, comme ils font encore, c'est toujours la même chose, ça ne change pas, et ils sont arrivés puis ils ont dit, ben non, vous allez nous mettre ça au maximum parce qu'on veut faire le plus d'argent possible, et en échange, on va vous construire Arvida, puis on va vous construire l'Alcan, en échange de 25 000 $. Mais le niveau du lac, c'est, je ne me rappelle pas des chiffres, là, mais c'est le niveau maximal, point à la ligne. Alors, eux autres, ils n'ont rien pu dire, mais ils avaient acheté leurs terres, ils les avaient défrichées, ils avaient vraiment grandi, puis ils s'étaient battus pour ça. Et on a tout fait ça de façon vraiment, on leur a volé carrément. Jamais on est arrivé puis on leur a dit, OK, on va faire un barrage, on va construire une usine, on va vous exproprier, on va vous donner un juste montant, pas du tout. Ils se sont levés un matin, ils trouvaient là, que le barrage commençait à être élevé, là, mais ils disaient, voyons, ils ne sont pas assez fous pour ça, là. Ils
vont faire attention, là. Mais là, ils se sont levés un matin, de la Saint-Jean-Baptiste, d'ailleurs, quel beau hasard, le 23 juin au matin, ils se sont levés en 1926, et l'eau, ils avaient fermé les vannes du barrage de la Grande Décharge à Alma, et l'eau a commencé à monter, à monter, à monter. Okay. Et là, ils ne pouvaient plus aller s'occuper de leurs vaches, l'eau est devenue, elle n'était plus potable, ils n'étaient plus capables, ceux de la Pointe-Taillon, ceux du village de Jeanne d'Arc principalement, qui ont été vraiment très touchés par ça. Alors, vous avez romancé un peu cette histoire-là Oui. et ça a donné la série. Oui, j'ai qu'on inventé connaît des personnages qui sont OK. fictifs. C'est François Xavier qui est un orphelin de Chicoutimi, qui est adopté par une famille de la Pointe-Taillon. OK. Et il rencontre son ami d'enfance, Petit Georges. Et les deux grandissent comme ça. Les deux veulent s'établir, veulent devenir prospères, puis être heureux. OK. Et là, ils ont cette épreuve-là qui arrive. Mais le Château à Noé, toute la série, c'est vraiment comment faire face aux épreuves. Comment surmonter quand vraiment, quand t'en as jusque-là, là, quand vraiment t'es plus capable, puis qu'autour de toi, rien va plus, tu as l'impression de ne plus avoir de porte de sortie ou quoi que ce soit. Comment tu fais pour te relever les manches? Pour moi, c'est important de prendre ces deux amis d'enfance-là, parce qu'il y a beaucoup de drames dans le Château à Noé, des drames qui arrivent. Puis comment on fait pour transmettre à nos enfants, comment outiller nos enfants pour des épreuves? Parce que des épreuves, il y en a eu, on en a, et il va en avoir encore. Exactement. Et donc, vous nous laissez le premier tome de cette série-là à faire tirer pour les gens à la maison. Oui. Alors, voilà, si vous avez envie de participer, vous pouvez nous écrire à l'adresse lesmotsalaBouche@commercial.hotmail.ca. Et voilà, vous pouvez nous écrire, en fait, le nom de l'auteur. Et à ce moment-là, la personne qui aura la réponse gagnante remportera ce premier livre. Question facile. Bien, c'est facile. Avez-vous d'autres suggestions? Non, alors on va y très aller bien. comme ça. Merci beaucoup, Madame Tremblay. Et on déguste, pour le moment, je pense même qu'il y a un beau dessert qui s'en vient. C'est ainsi que se conclut notre émission, en espérant que vous ayez apprécié cette autre rencontre littéraire et culinaire. D'ailleurs, si vous voulez nous faire part de vos impressions, vous pouvez le faire directement sur le site Facebook officiel Les mots à la bouche ou encore nous écrire à l'adresse suivante lesmotsalaBouche@commercial.hotmail.ca. La semaine prochaine, on se retrouve pour notre dernier épisode de la saison en compagnie de l'auteure Nadine Deschenaux et on se sucre le bec à la cabosse d'or. Manquez pas ça.